Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live du CNRS. Nous sommes en direct à Bordeaux. Nous allons visiter des laboratoires d'exception dans le domaine de l'étude du cerveau et des neurosciences. Plus particulièrement, nous allons visiter l'INES, l'Institut interdisciplinaire de neurosciences, et le BIC, le Bordeaux Imaging Center, à l'occasion de la semaine du cerveau. Vous voyez d'ailleurs tout autour de moi, il y a des installations parce qu'ici, on reçoit pour la semaine du cerveau, on fait vivre la recherche, on informe le grand public. Alors, nous sommes en partenariat avec Sud-Ouest. Merci à eux de nous accompagner pour ce nouveau Facebook Live. Merci aussi à vous qui nous regardez de partager ce Facebook Live avec vos amis sur Facebook, sur Twitter. Plus on est de fous, plus on prendra vos questions et puis je les partagerai avec les gens qu'on rencontrera tout au long de ce Facebook Live qui durera une quarantaine de minutes. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème de son, s'il y a un problème d'image, vous le dites. Les commentaires me sont transmis sur mon téléphone portable et je les transmettrai évidemment aux intervenants. Dernière précision, il y a un quiz pour les habitués, vous le savez. À la toute fin de cette quarantaine de minutes de live, je vous poserai 3 questions. Les réponses auront été données par les intervenants tout au long de nos discussions. Et pour les premiers qui répondent à ces 3 questions, sans se tromper bien sûr, il y a le carnet de sciences du CNRS à gagner, 3 exemplaires à gagner pour les 3 premiers à bien répondre aux 3 questions. Voilà, il est temps de découvrir celui qui nous accueille ici. Bonjour Daniel Choquet. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez plus particulièrement sur les mécanismes cellulaires de la mémoire. Le bâtiment est très beau, très lumineux. Où on se trouve exactement? Donc bonjour, bienvenue dans le centre Broca Nouvelle-Aquitaine, qui est vraiment le navire amiral de la recherche en neurosciences à Bordeaux. Ce bâtiment a été financé par le Conseil régional d'Aquitaine. Il appartient maintenant à l'Université de Bordeaux. C'est vraiment ce navire amiral de la communauté des neurosciences. C'est 700 personnes, 700 chercheurs à Bordeaux en neurosciences. C'est vraiment une des plus grandes communautés en Europe de recherche en neurosciences. Et dans ce bâtiment, il y a à peu près 300 personnes qui habitent, des chercheurs, des étudiants, des chercheurs postdoctorants, qui travaillent sur le cerveau d'une manière générale, depuis la molécule jusqu'à l'homme, à la fois de la recherche fondamentale, donc, mais aussi de la recherche appliquée, de la recherche médicale et de la recherche partenariale avec des entreprises. On y va, on va visiter, on est impatient de visiter ça, on monte dans les étages, ça permet de voir cette espèce de puits de lumière centrale. C'est joliment dessiné, on est entre fenêtres et miroirs là, et à chaque étage sa fonction. Vous allez nous faire découvrir un petit peu comment est conçu ce bâtiment et qui l'habite. Alors dans ce bâtiment, on a 2 unités de recherche et une plateforme d'imagerie qu'on visitera tout à l'heure. Ces unités de recherche ont pour tutelle l'Université de Bordeaux, le CNRS et l'INSERM. Et on a organisé ce bâtiment vraiment pour aller du plus petit au plus complexe. On a vu au rez-de-chaussée des salles générales, des salles de conférences, etc. pour le grand public. Au premier étage, c'est vraiment les études, tout ce qui est études extrêmement moléculaires à l'Institut interdisciplinaire de neurosciences, où on travaille sur les molécules qui sont responsables de la communication de l'information entre neurones, et en particulier ces fameux récepteurs du glutamate dont on reparlera tout à l'heure abondamment. Au deuxième étage, c'est des études un petit peu plus intégrées au niveau du cerveau entier, sur des modèles animaux principalement, des modèles de souris ou de rats. Et puis au troisième étage, c'est sur des modèles encore plus intégrés jusqu'à la recherche chez l'homme, qui se font aussi dans ce bâtiment. Alors avant d'aller voir un petit peu ces bâtiments, en quelques mots, aujourd'hui, que savent les chercheurs du fonctionnement de notre cerveau? Évidemment, on ne sait pas tout, mais on commence quand même à savoir pas mal de choses. Donc c'est une bonne question. Le cerveau, c'est vraiment ça a été une très très grosse boîte noire. Et c'est vraiment l'objectif, le défi le plus important, je crois, qu'on est en recherche en ce moment, c'est de comprendre le fonctionnement de ce cerveau. En fait, on assiste en ce moment à une explosion absolument énorme des connaissances dans le fonctionnement du cerveau, justement en associant des recherches à la fois en imagerie, en physiologie, en imagerie fonctionnelle, soit sur des modèles animaux, soit chez l'homme. On commence à connaître de mieux en mieux comment se font les connexions entre les neurones, entre les cellules gliales, entre tous ces différents partenaires qui participent au fonctionnement du cerveau, effectivement. Et on les voit de plus en plus, c'est même étonnant ce qu'on va voir là avec vous, ces neurones, à quel degré de précision on arrive à les regarder. Allez, on arrête le suspense et on y va, on va visiter. Où vous nous emmenez pour commencer?
Alors pour commencer, on va visiter un espace de chimie-biologie dans lequel on crée des nouvelles molécules qui vont permettre à la fois de regarder le fonctionnement du cerveau, mais aussi de modifier son activité. En effet, comme on le sait, le cerveau est composé de tout un ensemble de molécules, des centaines de milliers, de millions de molécules qui sont organisées de manière extrêmement précise pour faire ce fonctionnement du cerveau, pour lui permettre d'apprendre, malheureusement pour des fois dysfonctionner et faire des maladies. Pardon pour cette petite coupure, cette petite interruption. C'est vrai que les labos sont grands et selon les endroits où on passe, parfois, la connexion coupe. Mais ça ne va pas nous arrêter. On était en pleine discussion, Daniel Choquet. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette salle de chimie du laboratoire ? Donc, dans cette salle de chimie, comme je le disais, on crée des nouvelles molécules, on regarde les molécules qui sont dans le cerveau. On s'intéresse en particulier au récepteur du glutamate. Le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur du système nerveux central chez tous les mammifères. Et donc, ce qu'on fait là, ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pu le voir, c'est qu'on mesure effectivement... Alors, on ne s'approche pas trop parce que ça risque de... On ne s'approche pas, donc ce qu'on va voir peut-être derrière vous, alors, c'est la machine qui permet de trier toutes les molécules qui sont dans le cerveau, de manière à pouvoir regarder effectivement comment est-ce qu'elles sont modifiées dans des conditions d'apprentissage, dans des maladies, En fait, etc. ici, c'est l'endroit où on démonte le neurone pièce par pièce et on regarde les pièces. Éventuellement, on fabrique des pièces de rechange, on s'amuse à bidouiller toute la machinerie du neurone. Exactement. On analyse, on bidouille et surtout, on crée des nouvelles molécules qui vont pouvoir modifier le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est pour de la recherche expérimentale, pour travailler sur des modèles, mais on espère qu'un jour, certaines de ces nouvelles molécules pourront peut-être être la base pour essayer de soigner certaines maladies du cerveau. Et le glutamate, cette molécule excitatrice dont vous nous avez parlé, c'est un moyen de communication entre neurones. On s'envoie des messages d'un neurone à l'autre en émettant puis en recevant cette molécule, le glutamate. Exactement. Ce qu'on va voir dans une seconde, c'est ces zones de communication entre le neurone qui s'appellent les synapses. Et effectivement, aux synapses excitatrices, c'est le glutamate qui est utilisé, qui est la molécule pour transmettre l'information. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est le même glutamate que vous avez comme agent de saveur dans certains plats, en particulier les plats chinois. Et ben, c'est la même molécule que le cerveau utilise pour effectivement faire la transmission. Mais ça veut dire que les plats chinois ont un effet particulièrement neurostimulant sur notre cerveau, ou ça ne se passe pas comme ça? Ça pourrait, si on aime ça effectivement, mais en fait, en réalité non, parce que le glutamate ne passe pas la barrière du cerveau, et donc vous pouvez en manger autant que vous voulez, ça ne changera rien malheureusement sur la façon dont vous réfléchissez. Ça ne fait pas des étincelles dans le cerveau. On continue la visite. Je rappelle aux internautes qui nous suivent encore que vous pouvez bien sûr poser des questions. Elles me sont relayées sur mon téléphone portable et je les transmettrai aux scientifiques qu'on croise. On continue la visite? Oui, donc ce qu'on va aller voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on regarde ces molécules effectivement avec les techniques d'imagerie. C'est de la neuroimagerie de pointe. Là, vraiment, on va voir des choses assez exceptionnelles que vous arrivez à faire dans ce laboratoire. Oui, c'est de la neuroimagerie à très haute résolution. Et donc, ce que vous avez ici, c'est la salle d'imagerie dans laquelle, effectivement, grâce à ces microscopes très sophistiqués, qu'on appelle des microscopes à super résolution, on va pouvoir vraiment regarder le fonctionnement du cerveau en temps réel au niveau de ces molécules individuelles. Et donc, si vous voyez, par exemple, ce film-là qui est en cours, Léa on va vous montrer. Et on va regarder donc ce film. Là, voilà. C'est le genre d'image que peut faire ce microscope. Exactement. Donc, ce que vous voyez là, c'est des récepteurs du glutamate individuels. Chaque point rouge, c'est une molécule qui est en train de se déplacer à toute vitesse à la surface d'un neurone. On reconnaît là un bout de dendrite. Et là, chaque point vert ici, c'est une synapse. Il faut imaginer que des synapses comme ça dans le cerveau, vous en avez des millions de milliards. Alors oui, là vous avez employé quelques gros mots, synapse, dendrite. On a compris en tout cas que la précision, c'est-à-dire qu'on voit une molécule se déplacer, interagir avec ce que vous appelez synapse dendrite. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la synapse, c'est vraiment le lieu de communication entre neurones. Vous savez tous que les neurones communiquent entre eux, ils sont connectés. Le synapse, c'est cette zone de connexion entre neurones. Et le dendrite, c'est un des morceaux du neurone. C'est lui dans lequel tous ces synapses sont disposés. Il faut imaginer que le neurone a des sortes de tentacules qui lui permettent d'aller discuter avec ses voisins.
Et ces tentacules, ce sont les dendrites? Tout à fait, exactement. Et si la caméraman se tourne, elle va voir à côté, si Léa se tourne, elle va voir à côté, effectivement, sur les écrans, des dendrites tout entiers, imagés en temps réel, pendant qu'on est en train de mesurer vraiment l'activité du cerveau, de bouts de cerveau en tout cas, en culture. En temps réel, c'est-à-dire que là, on peut voir les neurotransmetteurs recevoir des molécules en temps réel sur ces images? En temps réel, on peut mesurer l'activité de ces bouts de neurones, effectivement, qui sont des neurones en culture, donc sortis du cerveau, c'est pas chez l'animal entier, mais on a cette mesure d'activité qui donne des informations considérables. C'est assez extraordinaire. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on ne pensait pas réaliser de telles images et voir avec une telle précision une activité. On n'est même pas au niveau cellulaire, on est au niveau moléculaire. C'est sur une portion de la cellule que ça se passe. Tout à fait, on est vraiment au niveau nanoscopique. Hein. C'est une explosion de technologie qui a à peine 10 ans, donc c'est très récent, qui permet comme ça de descendre vraiment au niveau de la molécule individuelle. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de comprendre à partir de ces mouvements de molécules individuelles quel est vraiment le fonctionnement du cerveau et surtout dans des maladies et en particulier dans certaines pathologies chez l'homme. Et donc, je me permets de vous présenter avec grand plaisir. Laurent Groc, bonjour. Chercheur dans le département. Donc Laurent Groc s'intéresse justement à comprendre quel est le rôle de la mobilité de ces molécules dans certaines pathologies, dans les maladies psychiatriques et dans les psychoses en particulier. Alors sur quelle pathologie vous travaillez particulièrement? Principalement les troubles psychotiques qui couvrent des maladies comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires particulièrement. Et alors, ça veut dire que pour ces maladies, on est en train de se rendre compte que c'est au niveau de ces petits neurotransmetteurs, sur ces dendrites, sur ces synapses, ces lieux de communication entre neurones, que ça se joue? Oui, en fait, on savait que ces récepteurs, ceux que vous voyez ici, hein, les petits points rouges, on sait depuis maintenant plus de 50 ans qu'ils sont dysfonctionnels dans ces maladies-là. Sauf qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi ils sont dysfonctionnels. Et donc on pensait que c'était l'activité de ces récepteurs qui ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas simplement l'activité des récepteurs, mais c'est la facilité avec laquelle ils vont pouvoir entrer dans la synapse, sortir de la synapse, bref, trafiquer dans le neurone, qui est aussi un élément important. Parce que la cellule ne présente pas toujours au même endroit ses récepteurs, elle les fait un peu bouger le long de sa membrane? Alors le récepteur, c'est lui qui explore de façon aléatoire la surface du neurone, et il est très important que ce récepteur soit à un moment donné dans la synapse pour passer l'information. Oui. Mais avant d'arriver dans la synapse, il va passer par d'autres compartiments, et c'est l'ensemble de ce flux, comme une autoroute, hein, avec différentes rues et routes, qui va permettre à la synapse, au récepteur, de se localiser. Oui. On a souvent dit que ces récepteurs, on les comparait à des serrures. Finalement, ce sont des serrures, mais des serrures mouvantes sur toute la cellule. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Et on se dit que dans les pathologies aujourd'hui, la serrure, elle n'est juste pas au bon endroit. La serrure, elle est peut-être fonctionnelle, mais au lieu d'être dans la synapse pour passer une information, elle est peut-être à côté. Et pour le neurone, l'information, elle ne passe pas. Il y a un dérèglement de la transmission, du réseau, qui conduit à des pathologies. Alors, une fois qu'on a compris ça, est-ce que ça ouvre la porte à de nouveaux traitements ou en tout cas à de nouvelles stratégies thérapeutiques? Là aussi, vous avez tout compris, bien évidemment, puisque pendant des décennies, on a essayé de comprendre comment on pouvait forcer la serrure, mettre une clé différente pour vraiment forcer le canal. Aujourd'hui, on se dit, s'il n'est pas au bon endroit, il faut peut-être changer de stratégie et trouver des moyens chimiques, des molécules qui stabilisent la serrure dans la synapse pour vraiment favoriser la transmission. Donc c'est un changement de cap conceptuel et des outils qu'il faut inventer. Mais alors, c'est extrêmement minutieux parce que même chez quelqu'un de malade, on imagine qu'une bonne part des récepteurs fonctionnent. Donc là, on se dit, on va intervenir sur ces petits récepteurs, mais il ne s'agit pas d'aller mettre le bazar sur tout ce qui marchait avant. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on va avoir besoin d'avoir un scalpel pour aller spécifiquement stabiliser un type de serrure à un endroit donné. Si on fait ça sur l'ensemble, ce qui peut être le cas des avantages dans d'autres types de traitements, avec une masse, on va agir sur l'ensemble des récepteurs et on aura des effets secondaires, comme on trouve encore parfois avec certains types de traitements, très larges, beaucoup trop larges pour les patients. Donc on en est là, on en est à réfléchir à une chirurgie aux neurones près, à la dendrite près? Alors pas à la dendrite près, au récepteur près. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une transmission qui va être altérée, principalement dans telle ou telle pathologie, et donc on va essayer de corriger cette transmission. Ça peut être aussi parfois dans une zone du cerveau particulière. Et là, il faudra là aussi inventer un moyen d'aller dans une zone du cerveau particulière, stabiliser la serrure à un bon endroit, et peut-être pas dans d'autres structures du cerveau. Il y a tout à inventer. Conceptuellement, on entre dans une nouvelle voie de régulation de ces récepteurs dans ces pathologies. Alors, vous travaillez sur des pathologies de type schizophrénie
schizophrénie, par exemple, ou bipolarité, ce sont ce type de maladies qui vous intéressent. Est-ce qu'on peut imaginer que cette stratégie s'applique à d'autres maladies du cerveau, maladies cérébrales? Totalement. Parce qu'aujourd'hui, même dans le jargon, je vais employer un gros mot, mais on parle souvent pour la grande majorité des maladies neurologiques et psychiatriques de synaptopathie. Ça veut dire des maladies de la synapse. Des maladies comme des maladies neurodégénératives ou des maladies psychiatriques comme la schizophrénie ont vraisemblablement en commun un dérèglement de l'activité de ces synapses. Peut-être pas les mêmes récepteurs, peut-être pas au même endroit, peut-être pas les mêmes synapses, mais en tout cas d'un point de vue dérèglement, on est vraisemblablement sur des mécanismes assez similaires. Donc oui, pour la grande majorité de ces maladies-là, les avancées dans tel ou tel domaine vont vraisemblablement avoir des effets sur les autres pathologies et les futurs traitements. On est à quelle échéance? Parce que là, on est en train de donner plein d'espoir à ceux qui nous regardent. Alors là, on est à quelle échéance quand on dit de nouveaux traitements? Toujours très difficile à dire. C'est évidemment en général en dizaines d'années qu'on peut passer d'un changement conceptuel moléculaire à une mise sur le marché. On peut avoir des bonnes surprises, mais on est quand même sur des temps, assez longs, en dizaines d'années. On a une question qui nous arrive de ceux qui nous regardent, d'Anna, qui demande si vous pouvez donner une petite explication concernant la mémoire neuronale pouvant expliquer certaines douleurs chroniques. Lequel s'y colle? Alors, douleur chronique, là aussi on est sur certains types de réseaux particuliers, certains types de synapses. Alors est-ce qu'il y a des mémoires? Oui, il y a vraisemblablement des dérèglements de la transmission synaptique et de certains réseaux qui sont liés à des douleurs chroniques. Et donc le challenge pour le futur va être d'identifier ces réseaux, très spécifiquement. Là, il y a eu des très bonnes avancées au cours des dernières années, mais là aussi, il va falloir trouver des moyens de corriger les dérèglements. Et ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée d'une certaine mesure, puisqu'on peut comprendre un mécanisme, mais arriver à le corriger veut dire développer des outils spécifiques pour cela. Donc, des problèmes de mémoire de la synapse, de mauvaise transcription d'informations de la synapse, c'est quelque chose qui s'applique à beaucoup de pathologies, dont la douleur, mais il faut encore aujourd'hui développer de nouvelles stratégies pour les traitements. En tout cas, c'est très prometteur et c'est assez fascinant ce que vous arrivez déjà à faire et à voir avec ces microscopes. On continue la visite, Daniel, dans votre laboratoire de pointe. Oui. Ah, alors Léa demande d'expliquer ce qu'on voit dans ce microscope. Ce sont des neurones qui expriment une protéine qui est mutée, et donc on essaie en utilisant de la fluorescence de voir les neurones qui expriment cette protéine. D'accord. Tout est en fluorescence, c'est-à-dire qu'on les voit briller, ces éléments que vous regardez. C'est pour ça que c'est souvent un peu dans la pénombre que ça se passe. Donc ça, c'est un appareil absolument unique au monde qui associe plusieurs modalités. On est capable de mesurer en même temps l'activité des neurones, en même temps l'organisation des récepteurs, en même temps on peut stimuler ce neurone avec une précision submicrométrique, c'est-à-dire en dessous du micromètre. Donc cet assemblage d'instrumentation ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre équivalent dans le monde. Et donc justement, ça me permet de faire la transition pour là où on va aller après, parce que dans les équipes de recherche, on développe vraiment des nouvelles technologies de pointe, mais après, on a vraiment à cœur de pouvoir distribuer ces technologies, qu'elles puissent être utilisées par l'ensemble des chercheurs, non seulement en Aquitaine, mais en France, en Europe et dans le monde entier. Et pour ça, donc, on a construit une plateforme. Alors, allons voir cette plateforme. Je vous donne le micro. Voilà, donc on a construit une plateforme qui s'appelle le BIC, le Bordeaux Imaging Center, qui permet effectivement de mettre à disposition de l'ensemble de la communauté scientifique, qu'elle soit publique ou industrielle, toutes ces machines qu'on développe. Et donc ça me permet de vous promener un petit peu à travers les couloirs de l'Institut. C'est superbe, on a mis de la couleur, on sent qu'ici c'est un espace joyeux. Oui. Et on va passer là rapidement à travers une pièce dont on est particulièrement fier, même si elle est encore vide aujourd'hui. C'est une pièce qui va accueillir très prochainement une entreprise pour faire de la recherche partenariale. Donc l'entreprise est intéressée dans les technologies qu'on développe. Elle va venir s'installer ici pour être au plus près du contact avec les chercheurs et en même temps respecter sa confidentialité puisqu'elle sera totalement isolée. Et donc ça, c'est une des choses dont on est particulièrement fier ici, de pouvoir faire ce pont entre recherche partenariale, industrie et recherche publique. Donc là, c'est une start-up qui va venir s'installer ici. Elle vient dans combien? Tout est prêt pour l'accueillir? Elle vient dans quelques mois. Dans quelques mois, d'accord. Ah, elle va bien être reçue, vu le matériel. On continue, alors on passe dans un... Là, on arrive
dans le BIC, le fameux BIC, et on va faire connaissance. Vous nous présentez la personne Christelle Poujol qui nous accueille. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Donc ici vous êtes au Bordeaux Imaging Center. C'est une plateforme d'imagerie qui a été développée pour mettre à disposition de la communauté scientifique bordelaise, académique ou privée, des microscopes de pointe. Nous mettons à disposition donc soit des microscopes photoniques où on observe de la fluorescence comme les images que vous venez de voir, soit des microscopes électroniques. Ici vous êtes sur le site de la photonique. Je vous fais visiter? Très bien, bien sûr, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche au CNRS et vous êtes plus particulièrement responsable de cette plateforme. Et évidemment, quand on passe ici, dès qu'on passe devant une porte, il y a un microscope. Tout est dans la pénombre parce que c'est en fluorescence. Exactement. Donc ici, c'est la pièce qui est dédiée aux échantillons épais pour faire de l'imagerie dans la profondeur du tissu. Donc c'est dédié à des tranches de cerveau, par exemple. Si on continue la visite, on va rentrer dans des pièces de microscopie confocale. La microscopie confocale nous permet d'avoir une très bonne résolution, à la fois sur du tissu ou bien sur des neurones, comme vous en avez des exemples ici. Avec ces sortes de petites alcôves, tout est entouré de rideaux. C'est un endroit assez cosy pour travailler finalement sur ces microscopes. Voilà, donc chaque chercheur est capable de développer ses propres études sur différents microscopes. Et donc au Bordeaux Imaging Center, nous sommes capables donc d'imager le cerveau entier jusqu'à la molécule individuelle, comme les études que vous avez vues précédemment avec Daniel et puis, Laurent. C'est le grand écart, à la fois l'organe dans son ensemble et à la fois ce qui se passe au niveau d'une dendrite, même moléculaire d'un petit récepteur. Exactement. C'est ce qui est spectaculaire. Je vous invite à venir voir donc des acquisitions d'images sur cerveau entier. Juste un dernier une petite pièce à visiter encore. Ici, c'est pour la microscopie du vivant. Donc là, dans ces microscopes, vous voyez qu'ils sont entourés d'une cage particulière qui permet de conserver un environnement favorable au développement du neurone. Donc un environnement à 37 degrés et où l'oxygène et le CO2 sont maîtrisés également. Ouais, là, c'est vraiment le vivant que l'on observe. Alors forcément, il fait, la température est plus haute parce qu'il faut que tout ça soit dans conditions viables. Voilà, on arrive dans une pièce avec des images assez spectaculaires sur les écrans. On va découvrir ça avec Léa. Cette image, Christelle Poujol, qu'est-ce que l'on voit? Cette image ici, c'est une reconstruction en 3 dimensions d'un cerveau de souris. Qui a été observé avec ce microscope particulier qui s'appelle un ultramicroscope. C'est l'ultramicroscope qui permet de voir ainsi des cerveaux, des organes entiers. Là, on voit le cerveau dans son intégralité. Exactement, dans son intégralité. Il est équipé d'un objectif plongeant. On va placer l'échantillon ici dans cette cuve. Au préalable, l'échantillon a dû être traité et rendu transparent. Alors. Ici, voici un exemple. Alors là, c'est des cerveaux de souris que vous avez au fond de ce tube? Tout à fait. Donc vous avez un cerveau de souris qui n'est pas transparisé. Alors celui qui n'est pas transparisé, c'est celui-ci, Léa, gros plan. Ça paraît petit, j'imaginais ça un peu plus gros, un cerveau de souris. Là, il est à taille réelle. Oui, tout à fait. Vous avez fait une réduction sur ce cerveau. Non, tout à fait. Et suite à la transparisation, on voit qu'il prend une couleur ambrée. Ah oui, là on le voit à peine en fait. Et on le voit à peine. Il devient translucide. Voilà. Une sorte de goutte d'huile que vous avez au fond de votre tube. Exactement. Et cette transparence permet envoyer la lumière de manière efficace à travers ce cerveau et d'aller observer la fluorescence qu'on a injectée ici au niveau de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Et les chercheurs avec qui j'ai travaillé sur cette problématique cherchaient à voir s'il y avait une connexion entre les deux hippocampes des deux hémisphères. Ici, il s'agit d'un cerveau d'une souris normale. Et je vais vous montrer maintenant le cerveau d'une souris qui porte une mutation.
Cette étude a été développée avec l'équipe de Mireille Moncouquiole et Nathalie Sens du Neurocentre Magendie. Et vous voyez ici que dans le cadre de cette mutation qui est portée par un modèle d'autisme, on voit qu'il n'y a pas de connexion vers l'hippocampe contralatéral. Voilà le genre d'études qu'on peut développer grâce à cet outil. Incroyable. Alors ça, on le voit, on peut imaginer faire des images comme ça successives et voir évoluer un processus, ou ça peut prendre des allures de film, ou c'est forcément une image figée qu'on obtient avec ce microscope? C'est forcément une image figée qu'on obtient avec ce microscope. Les cerveaux ont été bien évidemment fixés, prélevés, fixés et traités pour être rendus transparents. Et voilà, on peut étudier différentes conditions, bien sûr, mais ça sera figé. Voilà. Alors, il y a d'autres images qui ont été prises avec cette... Oui, je peux vous montrer d'autres exemples. Ici, dans cet exemple, en rouge, toujours avec de la fluorescence, en rouge, on voit les motoneurones à l'intérieur de ce cerveau. Chaque point représente le corps cellulaire d'un neurone. Donc ici, on est à une très petite échelle par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Eh oui. Ici, chaque point est un corps cellulaire d'un neurone à l'intérieur d'un cerveau entier. C'est-à-dire que chaque point correspond à un neurone, en tout cas la partie la plus grosse La plus grosse du neurone. neurone, exactement, la tête du neurone. Oui, c'est inouï la précision de ce qu'on arrive à voir. Ça, ce sont des techniques récentes, c'est des choses que l'on sait faire depuis combien de temps, Daniel? Donc l'imagerie à feuillet de lumière, c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser. Ça a moins de 10 ans, un peu comme les techniques de super résolution, c'est à peu près pareil. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que l'effort qui est fait maintenant, c'est vraiment de réussir à faire ce genre de choses dans le cerveau vivant, chez l'animal vivant. Et il y a des développements qui sont faits, et le Bordeaux Imaging Center y participe d'ailleurs, pour réussir à pousser ces technologies jusqu'à être capable de le faire dans un animal, voir un animal se comportant, pour pouvoir vraiment corréler l'activité des neurones avec les apprentissages, les comportements, etc. Et ça, c'est vraiment des développements qui sont en pleine explosion maintenant. Et alors, Kessel, si je veux zoomer, si je veux voir une synapse et ne pas voir le cerveau en entier, je change de machine alors? Exactement. Et grâce au Bordeaux Imaging Center, on peut changer de machine facilement. Il suffit de changer Donc, de pièce. Bon, ben, ça va suivez-moi. alors. Alors, on vous suit. On n'a pas entendu la fin de l'intervention de la réponse de Laurent. Ah, ça a coupé sur la... Alors, Léa me dit que la fin de la question à Laurent a été coupée, donc on l'a fait tout de suite. C'était sur les céphalées, c'est ça? Sur les dendrites, le rôle des dendrites et des synapses. Laurent, vous allez avoir le droit de nous expliquer une deuxième fois pourquoi ou pas les synapses jouent un rôle dans les dendrites, dans les céphalées, pardon. Donc dans les céphalées, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres protéines de la membrane des neurones qui sont des canaux ioniques qui sont très importants. Et ces canaux, ils régulent l'activité du neurone, à quel point il se parle, à quel point il décharge. Et donc ce sont à l'heure actuelle les cibles principales dans ces maladies-là. Par contre, on sait que l'activité du neurone va avoir un rôle, va être à la fois contrôlée et impacter le fonctionnement de la synapse. Donc la transmission synaptique dans ces pathologies-là contribue à un moment donné à un emballement pathologique des réseaux, mais qui n'est peut-être pas, l'origine n'est peut-être pas au sein de la synapse, mais à l'extérieur de la synapse. Alors il y a une autre question, j'en profite pour vous la poser, c'est Ced qui demande si on a remarqué des modifications dans le fonctionnement du cerveau des astronautes après un long séjour dans la Station spatiale internationale. Est-ce que l'un d'entre vous s'est penché sur la question de l'évolution du cerveau des astronautes et de leurs synapses? Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, eh bien c'est une colle de la part Oui, c'est une colle. de Ced. Bah, il faudra... Ça a dû être étudié, parce que l'ensemble de la physiologie des astronautes est suivi, mais j'imagine qu'ils ont eu en effet des scans, qu'ils ont eu des études là-dessus, mais je ne sais pas. Très bien. Alors, on va regarder une synapse. Est-ce que vous nous aviez promis à Christelle Poujol? Alors, je vous avais promis de voir une synapse, mais dans un premier temps, je vous propose de regarder cet hippocampe pour faire le lien avec les images précédentes. Donc, précédemment, on voyait l'hippocampe dans ses 3 dimensions. Ici, nous voyons à l'écran un hippocampe, mais sur une coupe de cerveau, donc en 2 dimensions. Ouais. Chaque point, chaque rond ici est désormais le corps cellulaire
Et vous voyez que si on zoome, on est capable de voir donc les prolongements de ces neurones. Voilà. Et bien sûr, porté par les prolongements de ces neurones sur ces dendrites, on va être capable de voir donc les épines dendritiques. Et donc, si on change d'image désormais, voilà, on se retrouve avec ces épines dendritiques. Et chaque point de chaque côté, donc ce sont les épines portées par une dendrite de neurones qu'on a réussi à isoler. Et maintenant, on est capable d'appliquer une technologie qu'on appelle de super résolution, qui est la technologie STED. Et vous voyez qu'on améliore la résolution et désormais on est capable de vraiment voir la forme de ces épines dendritiques et au bout de chacune de ces épines dendritiques, il y a la zone synaptique qui est notre fameuse zone d'intérêt ici au sein de l'Institut. Il faut bien voir, hein, il y a ce neurone, ce corps cellulaire dont part cette tentacule qui est la dendrite et sur la tentacule, il y a ces espèces de petites boursouflures et c'est là que se jouent les échanges, les fameuses synapses, c'est au niveau de ces boursouflures et c'est ce qu'on arrive à voir. On le voit avec tous ces instruments d'observation, vous arrivez à regarder le cerveau à toutes ces échelles, hein. On voit le cerveau entier et puis on voit les synapses et puis on voit jusqu'aux récepteurs synaptiques, vraiment la molécule le long de ces synapses. C'est assez spectaculaire ce qu'on arrive à faire ici. Est-ce qu'on sait où tout ça va nous mener? J'ai envie de vous demander, Daniel, parce qu'on se dit avec de tels outils, qu'est-ce qu'on va réussir à comprendre qu'on ne sait pas encore sur le fonctionnement de notre cerveau? En fait, on sait encore malheureusement très peu de choses. D'abord, on sait encore peu de choses sur le fonctionnement du cerveau lui-même. On ne sait toujours pas bien comment se fait la mémoire, on ne sait toujours pas bien comment se fait l'apprentissage. Et puis malheureusement, comme vous le savez, on ne sait toujours pas quelles sont les raisons de maladies extrêmement importantes. La maladie d'Alzheimer, qui est vraiment une maladie de la mémoire, on ne sait toujours pas exactement quel est le mécanisme de cette maladie et donc on ne sait pas la soigner. Donc ce qu'on peut dire, où est-ce que tout ça va nous amener, c'est d'ailleurs d'abord évidemment de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau normal, de mieux accompagner peut-être le développement, de favoriser le développement de cerveaux normaux et en bonne santé, et puis surtout essayer de corriger les défauts qui peuvent se faire ou les traumatismes lors des accidents vasculaires cérébraux, par exemple, d'aider le cerveau à récupérer après un accident vasculaire cérébral. Donc c'est certain qu'on a en tout cas un avenir extrêmement brillant, c'est ça qu'on dit pour l'imagerie en particulier du cerveau, l'avenir est très lumineux. Ouais. Comment se situe la France dans cette recherche? En visitant ce labo, on a l'impression qu'on est en pointe, mais comment on se situe par rapport à la recherche mondiale en France? Donc la France se situe bien. La France, c'est à peu près 5000 chercheurs en neurosciences au total, pour un total dans le monde de l'ordre à peu près 50 à 100 000 chercheurs dans le monde. Donc vous voyez que la France est une partie non négligeable. Et il y a en France un nombre d'équipes assez important à Bordeaux, mais aussi à Paris, à Marseille, à Grenoble, qui sont vraiment en pointe dans leurs domaines respectifs. On va se quitter sur une très belle image là que je vois, Christelle. Alors vous nous décrivez ce qu'on voit. On a vraiment l'impression d'y être là, hein. C'est le relief carrément. Alors cette image est une reconstruction 3D d'un dendrite visualisé alternativement en microscopie confocale et avec une amélioration de la résolution en microscopie STED. Et on voit maintenant vraiment très très bien la forme de chacune de ces épines pour aller mieux l'étudier. Ouais, bravo, c'est vraiment spectaculaire. Merci Christelle Poujol, Daniel Choquet et Laurent Groc. L'heure est venue du quiz. Si vous nous avez bien écoutés malgré les coupures et les aléas, alors ce quiz, vous savez, il faut répondre aux 3 questions dans le même message, hein, dans le chat de ce Facebook Live. Vous répondez aux 3 questions et les 3 premiers à bien répondre, eh bien vous gagnez le carnet de sciences du CNRS qui est en vente dans toutes les librairies et dans tous chez tous les marchands de journaux. Alors première question, où est le lieu de communication entre les neurones? Où est le lieu de communication entre les neurones? Deuxième question, quelle molécule excitatrice est associée à l'apprentissage et à la mémoire? Quelle molécule excitatrice est associée à l'apprentissage et à la mémoire? Là aussi, hein, on en a parlé dans le début de cette rencontre. Et puis, troisième et dernière question, avec quel type de microscope peut-on observer un cerveau
de souris en entier. C'était le microscope juste à côté. Si vous avez noté ce nom, on l'a cité 2 fois. J'espère que vous l'avez intégré. Voilà, vous êtes les premiers à répondre correctement et vous gagnez le carnet de sciences édité par CNRS Éditions. Un grand merci à nos 3 intervenants. C'était un vrai plaisir de vous suivre. À nos partenaires avec Sud-Ouest notamment. Et puis merci à l'équipe du CNRS, Léa Bello, Cécile Bruckmann, Nathalie Lambert, Leïla Rajman, Suzanne Fleury et Claire Gouni. Et puis toute l'équipe ici présente pour la réalisation de ce live. N'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir sur YouTube et sur Facebook après coup, c'est-à-dire que la vidéo est encore en ligne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live du CNRS. Merci de nous avoir suivis.